the greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Kaiser Soze! Like that, he's gone. Véritable chef-d'œuvre de manipulation, Usual Suspects est le thriller par excellence dont le final est aussi élégant qu'inattendu. Entre un scénario aux multiples niveaux de lecture et le récit du plus grand mensonge de l'histoire du cinéma, je vous propose aujourd'hui de découvrir Usual Suspects de la genèse du film jusqu'à sa sortie en salle, en passant par un résumé et une critique de l'œuvre de Bryan Singer. Vous allez voir que dans ce film, le diable est la plus belle invention du menteur. Well, I believe in God, and the only thing that scares me is Kaiser Soze. Pour Usual Suspects, tout commence en janvier 1993 lors du festival de films Sundance, au cours duquel le film Ennemi public de Bryan Singer est diffusé sous les yeux d'un certain Kevin Spacey. Impressionné par ce qu'il voit, l'acteur se présente alors à Singer et à son scénariste Christopher McQuarrie et leur fait part de son envie de jouer dans leur prochain film, dont le scénario ne tenait à l'époque qu'à un simple pitch de base, à savoir une bande de criminels qui se rencontrent lors d'une séance d'identification de la police. Cette idée initiale servira d'ailleurs par la suite de visuel principal pour l'affiche du film. Quant au titre, il faut savoir qu'il a été trouvé assez facilement puisqu'il provient de la réplique que prononce le capitaine Louis Renault dans le film Casablanca sorti en 1942. Round up the usual suspects. En lisant cette réplique dans un magazine, Bryan Singer a tout de suite pensé que ça ferait un bon titre pour le film. C'est donc en s'inspirant de films comme Assurance sur la mort, Rashomon, Citizen Kane ou encore Dossier Anderson que McQuarrie imagine les grandes lignes de Usual Suspects. Il y incorpore également quelques idées d'un ancien scénario non abouti qui racontait l'histoire d'un homme ayant disparu sans laisser de traces après avoir assassiné sa propre famille. Who's your boss? I work for Kaiser Soze. Pour créer le personnage principal de l'intrigue, Kaiser Soze, McQuarrie s'est inspiré de John List, un criminel américain qui a tué toute sa famille en 1971 avant de changer d'identité et de disparaître pendant près de 20 ans pour être finalement arrêté. McQuarrie a créé le nom de Kaiser Soze d'après Kaiser Soumé, l'ancien directeur d'un cabinet d'avocats pour lequel le scénariste a travaillé. Il a donc repris le Kaiser, mais a changé Soumé en Soze, un mot turc qui veut dire trop bavard, ce qui colle plutôt bien au personnage. Après avoir écrit 9 versions du scénario en seulement 5 mois, Christopher McQuarrie finalise une version définitive que Bryan Singer propose à plusieurs studios, mais aucun n'est intéressé à cause de l'histoire complexe et non linéaire. C'est finalement le studio américain Polygram Film Entertainment qui accepte de financer le projet. So I called Bryan and I said, you know, the role of, there were a couple of roles that I liked. I mean, they were Chaz's part and Gabriel's part I thought were very interesting roles, but I said there's this other part, this character of Verbal, and what I didn't know was on the other end of the phone they were going, because that was in fact the part that they wrote with me in mind. Après avoir trouvé une société de production pour son film, Bryan Singer part en quête de 5 acteurs pour sa bande de criminels. Il envoie alors le scénario à Kevin Spacey sans lui dire quel rôle était pour lui, et l'acteur choisit naturellement Verbal Kint. Quant à Gabriel Byrne, il accepte sans trop de difficulté le rôle de Keaton. Les deux seront vite rejoints par Stephen Baldwin, Kevin Pollak et Benicio del Toro, qui complètent ainsi la fine équipe. To Mr. Verbal, the man with the plan. Pour ce qui est du rôle de Cujan, c'est Chaz Palminteri qui a été désigné après les refus de Christopher Walken, Robert De Niro et Al Pacino. How do you shoot the devil in the back? What if you miss? Pour incarner au mieux son rôle d'infirme, il faut savoir que Kevin Spacey a travaillé avec des spécialistes de la paralysie cérébrale qui l'ont aidé à adopter des gestes réalistes comme boiter ou encore coller l'un à l'autre les doigts de sa main.
Pour la petite anecdote, il a été décidé très tôt que le personnage de Fenster n'aurait aucune utilité dans le film si ce n'est d'instaurer la peur de Keyser Söze, car il est le premier à mourir de ses mains. You hit me in the back. Hello. Et puisqu'on parle d'anecdotes, il faut savoir que la phrase la plus connue du film, The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. eh bien figurez-vous que cette phrase provient du poème Le joueur généreux de Charles Baudelaire, paru en 1869. Hey, take two. Here we go. All right, and action. Avec un budget de 5,5 millions de dollars, le tournage de Usual Suspect se déroule en 35 jours entre juin et juillet 1994 à Los Angeles, San Pedro et à New York. Les premières scènes à être tournées sont celles de l'interrogatoire de Quint qui s'étale tout au long du film. Pour augmenter le réalisme de leurs prestations, il faut savoir que les 5 acteurs principaux n'étaient pas au courant de la véritable identité de Keyser Söze durant une bonne partie du tournage. L'antagoniste pouvait donc être chacun d'entre eux. Par exemple, en apprenant vers la fin du tournage qu'il n'était pas Keyser Söze, Gabriel Byrne, qui incarne Keaton, était stupéfait et a fait part de sa grande déception au réalisateur. Number 2, step forward. Give me the fucking keys, you fucking cocksucker motherfucker! When he did that, we all cracked up because it was just so funny. La scène la plus drôle à tourner pour tout le monde était celle de la séance d'identification au début du film. The now Academy Award-winning Benicio del Toro farted like 12 takes in a row, and we could not stop laughing. We all laughed, and then we tried to control ourselves, and then we cut, and then we started again, and it happened again, and it happened all morning. Les acteurs avaient tellement de mal à garder leur sérieux que de nombreux fous rires ont éclaté entre chaque réplique. Un des fous rires a même été gardé dans la version finale. Toujours dans un registre humoristique, lors de la rencontre entre le groupe de criminels et Redfoot au beffroi de l'amitié, Peter Green, qui incarne Redfoot, devait initialement jeter sa cigarette sur la poitrine de Baldwin, mais l'acteur s'est complètement raté et lui a envoyé au visage. La réaction authentique de Baldwin a poussé Kevin Singer à conserver cette prise pour le film. Attention, danger, ces individus sont suspects et ils vont faire exploser les applaudissements, déclencher des passions, car leur film n'est pas ordinaire. C'est tout juste un an après la fin du tournage que sort Usual Suspect. Il a d'abord été projeté au festival du film Sundance de janvier 1995, puis au festival de Cannes la même année, avant de sortir au cinéma en France au mois de juillet, puis aux États-Unis en août et progressivement dans le monde entier. Malgré un démarrage moyen, le film n'a pas tardé à connaître la gloire grâce notamment au bouche à oreille et à générer des recettes aujourd'hui estimées à environ 70 millions de dollars. Les critiques à la sortie du film sont toutes très positives, la presse vantant les mérites du scénario, de la bande-son et du jeu des acteurs. Usual Suspects devient donc très vite l'un des plus grands films policiers et thrillers de tous les temps. And the Oscar for Best Original Screenplay goes to Christopher McQuarrie for The Usual Suspects. Le film remporte entre autres 2 Oscars, celui du meilleur scénario original pour Christopher McQuarrie et celui du meilleur acteur dans un rôle secondaire pour Kevin Spacey. Well, whoever Keyser Söze is, I can tell you he's going to get gloriously drunk tonight. L'impact que Usual Suspect aura sur le cinéma et sur la pop culture n'en sera pas des moindres puisque du côté de la narration, la technique du retournement final ou du final twist en anglais va se démocratiser et sera dès lors utilisée par de nombreux réalisateurs dans leurs œuvres. Au niveau de la culture populaire, Keyser Söze sera repris et cité dans divers magazines, émissions ou séries télé comme Buffy contre les vampires, Dr House ou encore NCIS. Okay, who is Gabriel Byrne? An actor who boards a mysterious ship like this one searching for Keyser Söze. En pleine nuit dans le port de San Pedro en Californie, un homme blessé du nom de Keaton est assassiné par une sombre silhouette qu'il nomme Keyser. En s'en allant, ce mystérieux individu met également le feu à un navire qui semble jonché de cadavres.
Le lendemain matin, l'agent fédéral Jack Baer et l'agent spécial des douanes Dave Kudjan arrivent sur les lieux du crime pour enquêter sur le massacre qui a eu lieu à bord du cargo. Sur place, il n'y a que 2 survivants, un petit escroc infirme appelé Verbal Kint et un mafieux hongrois gravement brûlé du nom de Ákos Kovács. Kaiser Söze! Baer interroge le Hongrois qui affirme que Kaiser Söze, une légende du crime organisé, était dans le port et y a tué beaucoup de gens. Le blessé décrit Kaiser Söze à l'aide d'un traducteur et d'un dessinateur de la police qui en dresse un portrait robot. Pendant ce temps, Kudjan commence l'interrogatoire de Kint à Los Angeles et lui demande de raconter son histoire. Celle-ci commence 6 semaines plus tôt à New York. 5 criminels suspectés du vol d'une cargaison d'armes sont arrêtés et emmenés au poste de police pour participer à une séance d'identification. Parmi eux se trouve Dean Keaton, ex-policier corrompu, Michael McManus, braqueur professionnel, Fred Fenster, l'associé de McManus, Todd Hockney, spécialiste en explosifs, et Roger Verbal Kint, petit escroc sans envergure. Alors qu'ils sont rassemblés dans la même cellule, McManus convainc les autres de s'associer pour voler des émeraudes à un trafiquant escorté par des policiers corrompus. Après la réussite de cette opération, le quintet se déplace à Los Angeles pour revendre le butin à un receleur se faisant appeler Redfoot. Celui-ci les incite alors à entreprendre un autre vol, s'approprier des bijoux dérobés par un autre malfrat. Mais une fois la mission accomplie de façon sanglante, il s'avère que ce vol ne concernait pas des bijoux mais plutôt une livraison d'héroïne. S'ensuit une violente dispute entre les malfrats et Redfoot qui révèle que ce travail lui a été ordonné par un certain Kobayashi. Les 5 hommes rencontrent ensuite Kobayashi qui leur révèle être l'avocat de Kaiser Söze en personne. I work for Kaiser Söze. Il leur confie une ultime mission pour s'acquitter d'une dette que chacun avait envers Söze sans le savoir. Cette mission consiste à attaquer un cargo dans le port de San Pedro qui contient l'équivalent de 91 millions de dollars de cocaïne destiné à une bande rivale de Söze. N'ayant aucune autre alternative, tous acceptent le job sauf Fenster qui choisit la fuite mais il est très vite rattrapé par les hommes de Söze qui l'abattent aussitôt. La nuit de l'attaque du bateau, Verbal, du fait de son handicap, se poste en surveillance tandis que Keaton, McManus et Hockney s'occupent des trafiquants argentins et hongrois. À bord du navire, Keaton et McManus réalisent alors qu'il n'y a pas de cocaïne à bord. De son côté, Hockney parvient à mettre la main sur l'argent du deal mais est tué par surprise. McManus est ensuite victime d'un coup de couteau dans le dos avant qu'une mystérieuse silhouette n'apparaisse et tire sur Keaton, tout ça sous les yeux impuissants de Kint. C'est ainsi que Verbal conclut son histoire à Kudjan, qui ne croit pas un mot de la fin puisque selon lui, l'attaque du bateau visait à l'élimination de l'un des passagers, Arturo Marquez, qui était capable d'identifier Söze. Et puisque la compagne de Keaton a également été retrouvée morte, Kudjan était persuadé que Keaton était Kaiser Söze et qu'il avait mis en scène sa propre mort pour disparaître, laissant délibérément Verbal comme témoin des faits. Come on, tell me the truth. It was all Keith. We followed him from the beginning. Sous la pression, Kint finit alors par avouer à Kudjan que toute l'affaire était bel et bien orchestrée par Keaton depuis le début. Sa caution ayant été versée, Verbal quitte alors le poste de police. Kudjan, resté dans le bureau de l'interrogatoire, réalise alors que des noms et des détails mentionnés dans l'histoire de Verbal proviennent en fait du tableau d'affichage et que le nom de Kobayashi est celui de la marque de sa tasse de café. Se rendant compte que Verbal a tout inventé, il se lance à sa poursuite, passant près d'un fax qui est en train d'imprimer le portrait robot de Kaiser Söze. Sur le fax figure le visage de Verbal Kint. Kudjan tente alors de rattraper Verbal, mais il est déjà trop tard, Kaiser Söze est parti et il ne reviendra plus. Like that, he's gone. Tell me you got the cripple in there from New York. Yeah. Did he mention Kaiser Söze? Who? Just bear with me here.
Pour comprendre Usual Suspects, il ne faut pas se contenter de le regarder, il faut aussi l'écouter car ce film est le génie de l'évidence. Et l'évidence est justement ce qui a fait défaut à Koojan dans toute cette affaire. Trop sûr de lui, Koojan s'est, tout comme le spectateur, fait avoir par Keyser Söze. Et tout le scénario à moitié fictif que lui vend Verbalkind correspond exactement à l'idée que l'agent spécial se fait de lui-même, celui qui sera le premier à avoir épinglé une légende. Dave Koojan est alors du pain béni pour le vrai Keyser Söze, un gangster plus malin que les autres, qui n'hésite pas à se mettre dans l'ombre en incarnant un vaurien infirme pour que Koojan puisse atteindre la lumière pendant quelques minutes, le temps qu'il faut à Keyser Söze pour disparaître. Why me? I'm stupid. I'm a cripple. Why me? Because you're a cripple, Verbal. Because you're stupid. Usual Suspects n'est donc qu'une douce mélodie que Koojan a envie d'entendre, fabriquée de toutes pièces et brouillée par des détails sans importance. Par conséquent, la force de Keyser Söze réside dans le fait de ne pas chercher la gloire, mais plutôt la liberté. C'est la raison pour laquelle il n'hésite pas à abattre femmes et enfants, car il ne veut pas être dépendant émotionnellement et donc être à la merci de potentiels ravisseurs. C'est aussi pourquoi il préfère travailler avec des mercenaires, tout le monde travaille pour lui, mais personne ne sait qui il est, le rendant intouchable. On peut donc se demander quel était l'intérêt pour Keyser Söze de se faire arrêter. Eh bien, comme le dit lui-même Verbal, Keyser Söze était devenu un mythe, une histoire pour faire peur aux enfants. Il était donc grand temps qu'il refasse parler de lui. Et quoi de mieux que de se laisser arrêter, utiliser des bandits qui lui devaient de l'argent, les éliminer un à un, se débarrasser d'un gang ennemi, tromper la police et se volatiliser comme si de rien n'était pour relancer la légende de Keyser Söze. La citation la plus appropriée pour parler de Keyser Söze ne serait donc pas la plus belle des ruses du diable et de vous persuader qu'il n'existe pas, mais plutôt le diable prend le métro, ce qui lui permet de se cacher dans la foule.